Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine Curiosité. Cette semaine, nous retrouvons Lucie Mosca, guide conférencière et médiatrice au musée Unterlinden, pour découvrir l'objet du mois de février. Dans le cadre du cycle Histoire de l'art consacré à l'œuvre d'art comme témoin anthropologique, Lucie nous invite tout au long de ce premier trimestre 2018 à nous intéresser à la figure humaine. Après avoir consacré une séance à l'étude du costume, elle nous propose de déshabiller cette figure humaine pour en observer le corps. Au corps idéalisé répondant aux critères du beau s'opposent les corps souffrants, les corps démembrés, les corps hybrides. L'histoire du corps, c'est surtout l'histoire de la représentation du corps. Parce que en fonction de l'œuvre, en fonction de sa destination, en fonction de son commanditaire, en fonction du lieu pour lequel elle a été conçue, on ne représente pas le corps de la même manière. Et ce qui est très intéressant, c'est que la représentation que l'on se fait du corps est finalement la représentation que l'on se fait de l'être humain. Et on a évolué dans la perception que l'on a de nous-mêmes tout au long des siècles. Dans le retable d'Isenheim, dans le panneau qui est dédié à la crucifixion, on a une représentation du corps qui est peut-être parmi les plus intenses qu'ait connue l'histoire de l'art. C'est une représentation du corps du Christ, dans lequel on voit la souffrance du Christ, puisque les membres sont exagérément étirés, exagérément étendus, les doigts sont crochetés de souffrance, les pieds sont déformés, le corps est sanguinolent, le corps est verdissant. On voit tous les stigmates de la passion et quelle que soit sa culture, quel que soit son âge, quelle que soit son origine, on comprend cette souffrance parce qu'elle est extrêmement intense. Et ça a inspiré un grand nombre d'artistes au XXe siècle dans leur représentation de la souffrance humaine. On a commencé à développer un culte autour des plaies du Christ. Donc il y a eu des messes qui se sont développées à partir du XIVe siècle sur les 5 plaies du Christ. Et c'est entré également dans l'art. Par la sculpture, par la peinture, on a eu des représentations des souffrances du Christ et du Christ qui exhibe ces plaies. C'est le cas par exemple avec le Christ aux douleurs de Martin Hofmann, donc une sculpture sur laquelle on voit le Christ qui montre sa plaie et qui écarte même les bords de sa plaie. Et il y a toute une imagerie qui s'est développée autour de cette plaie aux côtés du Christ. Alors déjà, du point de vue anatomique, la représentation qu'on en fait est fausse, puisque comme l'objectif de la lance était de vérifier la mort du Christ, la lance a normalement dû transpercer le cœur. Or, le cœur anatomiquement est à gauche. Et sur les représentations que l'on a de cette plaie au côté, la plaie est toujours à droite, parce que le côté droit est symboliquement le côté de Dieu. Mais si on poursuit le trajet de la lance, elle perce donc le côté à droite, et si on poursuit en diagonale, on finit quand même par arriver au cœur, qui est donc en haut à gauche. Et sur notre sculpture de Martin Hofmann, on le voit qui écarte les bords de sa plaie, qui la montre, qui la désigne, pour que l'on puisse entrer dans son corps et atteindre son cœur. Donc en fait, c'est un chemin vers son cœur et donc un chemin vers son amour. L'histoire du corps, c'est aussi l'histoire du nu. Et on peut distinguer d'ailleurs la nudité du nu, parce que la nudité est le fait d'être dévêtu, tandis que le nu est un genre pictural. On a codifié la représentation du nu, en ce sens qu'on associe le nu à des valeurs.
Par exemple, si on considère l'histoire du nu depuis le début, donc à peu près depuis l'Antiquité grecque, le corps nu est représenté athlétique, musclé, il correspond à des valeurs de beauté idéale, il correspond à la jeunesse, il correspond au roi, au dieu, c'est le héros. Il revêt aussi une certaine prestance sociale, parce que pour avoir ce corps athlétique, on va s'entraîner au gymnase, qui est l'école publique d'athlétisme à Athènes, et c'est le mot grec gymnos qui a donné le mot nu. Et à la Renaissance, lorsque l'on reprend ce nu, eh bien, on va reprendre également l'idée du beau idéal. Simplement, l'idée cette fois-ci ne va plus être de montrer une prestance sociale par l'entraînement athlétique, mais de montrer une prestance sociale par la connaissance que l'on a de l'Antiquité. Et donc toutes les représentations de nu à la Renaissance s'inscrivent dans la mythologie. Donc on ne représente pas une femme nue, on représente une Vénus ou une femme vénusienne. Par exemple, on ne représente pas un homme nu, mais on va représenter un Neptune ou un Apollon, par exemple. Et il faut attendre le 19e siècle pour qu'on se débarrasse de ce contexte mythologique. Nous avons au musée Unterlinden un tableau de Jean-Jacques Henner, le jeune baigneur endormi. Jean-Jacques Henner est un peintre alsacien qui fait ses études à l'École des Beaux-Arts de Paris. Les études à l'École des Beaux-Arts de Paris au 19e siècle sont concentrées sur le dessin de nus et on dessine des académies, c'est-à-dire des nus masculins d'après modèle ou d'après moulage antique. On a donc gardé les mêmes canons de beauté physique depuis l'Antiquité. Mais Jean-Jacques Henner, et c'est flagrant avec le jeune baigneur endormi, se détache du contexte mythologique puisque finalement on n'a pas ici affaire à un Cupidon ou à un Apollon, on a affaire à un jeune baigneur endormi. À la fin du XIXe siècle, un certain nombre de peintres, tels Courbet, Manet, Renoir, Degas, Cézanne également, Toulouse-Lautrec, vont modifier la conception du nu, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à représenter des nus féminins principalement, sans phare, sans idéalisation. Et donc petit à petit, on se détache de ces canons de beauté classique que l'on avait depuis l'Antiquité. Le nu au châle bleu de Suzanne Valadon s'inscrit dans cette démarche avec une représentation finalement assez humaniste au sens premier du terme de cette femme qui est représentée ici. On représente son corps, on représente sa chair. De plus, à partir du début du XXe siècle et encore davantage à partir des années 20, on commence à individuer ces corps, c'est-à-dire à leur donner le visage d'un individu réel. Et ça, c'est peut-être le grand basculement qui se produit au XXe siècle. La Première Guerre mondiale marque un tournant dans l'art parce que l'art a été mis à mal par la présence croissante de la machine et également de la technologie. Et on envisage une évolution de la société à partir de la machine, de nouvelles villes, de nouveaux modes de vie et aussi du coup un nouvel être humain. Et cela se voit dans l'art parce que des peintres comme Fernand Léger, par exemple, vont considérer l'être humain comme un homme machine ou un homme robot, par exemple, et vont utiliser des formes volumétriques pour représenter les parties du corps. Si on regarde le personnage vert de Baumeister, eh bien, on a des formes géométriques qui sont à considérer comme des parties du corps humain. Évidemment, la naissance du cinéma et de la photographie ont eu leur part dans cette transformation de la représentation du corps humain. La photographie permet de se focaliser sur une partie du corps humain et donc de le diffracter finalement. Et des peintres comme Picasso et Braque vont se servir de cette fragmentation du corps humain. Et puis par la suite, Léger ou Baumeister par exemple se servent également de cette fragmentation pour représenter un homme robot, un homme machine. L'histoire de la représentation du corps humain est donc intéressante
car non seulement elle est un témoin du regard que l'on porte sur le corps, c'est-à-dire également les pratiques physiques. Voir un baigneur, par exemple, c'est savoir que l'on se baigne par temps chaud au Moyen-Âge ou à la Renaissance, par exemple. D'autre part, témoin de questionnements métaphysiques, parce que tout ce dont on a parlé autour du corps aujourd'hui, ce sont des questionnements sur qu'est-ce que le corps. Est-ce que le corps est notre composante première ? Ou est-ce qu'il sert simplement à abriter notre esprit, notre essence, qui serait notre composante première ? Donc finalement, représenter le corps, c'est aussi se poser ces questions-là. Qu'est-ce que c'est que l'être humain ? Si vous souhaitez découvrir les collections du musée Unterlinden aux côtés de Lucie Mosca, sachez que ces 2 prochaines visites auront lieu le jeudi 8 février autour de la représentation du corps, puis le jeudi 22 mars autour de la thématique du visage, miroir de l'âme. Si vous souhaitez participer à ces visites, il est impératif de vous inscrire au 03 89 20 22 79 ou par mail à l'adresse réservation@musée-unterlinden.com. Un supplément de 4,50 € vous sera demandé. C'est ainsi que s'achève ce numéro de votre magazine Curiosité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour découvrir l'exposition de l'artiste Irak à la Galerie Audet. En attendant, salut!